Alors, Alexandra, est-ce qu'on peut commencer maintenant? Oui. Alors, chers collègues, je suis ravi de vous souhaiter la bienvenue, de vous accueillir à ce webinaire Rose Roth où nous discuterons du statut d'intégration euro-atlantique dans les Balkans occidentaux. Alors, nos orateurs aujourd'hui, le commissaire Oliver Varhelyi, mon hongrois n'est pas... c'est un compatriote à moi, un compatriote hongrois. Alors, évidemment, il est commissaire de l'Union européenne à l'élargissement et à la politique européenne de voisinage. Et James Apaturai, le secrétaire général adjoint délégué de l'OTAN pour les affaires politiques et la politique de sécurité. Bonjour, James. Et je suis ravi de voir que les deux ont trouvé du temps dans leur emploi du temps très chargé pour nous parler de ces questions très importantes. Nous avons également avec nous Philipp Brandt, l'ambassadeur de Suisse en Belgique et chef de la mission de la Suisse auprès de l'OTAN, qui nous partagera quelques observations avant la discussion. Le gouvernement suisse appuie les programmes de partenariat depuis longtemps. En particulier ce webinaire qui appuie les partenaires dans leur transition démocratique, des processus de réforme et dans leurs aspirations euro-atlantiques. Je remercie le gouvernement suisse de son engagement et j'espère que nous pourrons organiser des séminaires Rose Roth en personne en 2021. Chers collègues, les Balkans occidentaux continuent d'être une priorité pour moi en tant que président pour l'Alliance, tant pour l'Alliance de l'OTAN au sens large que pour l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, parce que nos alliés, nos proches partenaires dans la région sont essentiels aux efforts visant à maintenir la paix et la sécurité en Europe. Et donc, 2021 sera 2020 plutôt, l'année 2020 se révèle à bien des égards une étape cruciale pour la consolidation des Balkans occidentaux. En mars, la République de Macédoine du Nord est devenue le 30e membre de l'OTAN et a également entamé des négociations d'adhésion formelle aux côtés de l'Albanie avec l'Union européenne. Et j'espère que le cadre de négociation pourra être signé à la première réunion du Conseil la semaine prochaine. Un engagement soutenu des États-Unis et de l'Union européenne a contribué également à revitaliser le dialogue entre Belgrade et Pristina en juillet. L'impact précoce de cette situation a été observé dans les accords signés à Washington en septembre, encourageant une nouvelle normalisation économique entre les deux. Évidemment, tout n'est pas parfait et la crise de la COVID-19 a ajouté aux défis que nous avions déjà, comme on l'a vu dans notre rapport de Jean-Charles Arsenault de la Commission de la Défense et de la Sécurité. Il y a toujours des divisions qui continuent à alimenter les divisions et tout doit être fait également pour traiter de la corruption endémique, la stagnation économique, le problème dans les institutions démocratiques et les divers trafics. Et les acteurs externes comme la Russie et la Chine exploitent la région pour poursuivre leurs propres intérêts. Il est clair que ceux qui ne se sont pas encore joints à l'Union européenne sont tous des candidats à l'adhésion et tous les pays, à l'exception de la Serbie, sont candidats à l'OTAN et même la Serbie, malgré sa volonté de conserver la neutralité militaire, elle reste un partenaire solide de l'OTAN. Et donc, c'est dans l'intérêt... le fait est que les engagements de l'OTAN et de l'Union européenne offrent des ancrages clés de stabilité dans la région et chacun offre l'espoir de la prospérité, une réalité que l'OTAN et l'Union européenne se forcent de réaliser pour tous les peuples de la région. Alors, si on fait un peu un bilan d'où nous en sommes et pour la poursuite de nos travaux, alors peut-être que Oliver devrait commencer, monsieur le commissaire, parce qu'il doit quitter à 4 heures, si je ne me trompe. Alors, il sera le premier, donc, plutôt que monsieur l'ambassadeur, n'est-ce pas, Ruxandra? Oui, malheureusement, je dois vous contredire. C'est l'ambassadeur d'abord qui prendra la parole et ensuite, ce sera le commissaire. Effectivement, le commissaire doit partir à 4 heures, mais nous prendrons les questions après son intervention. Très bien. Alors, j'avais mal compris, donc désolé, monsieur l'ambassadeur. Alors, évidemment, je vous cède la parole comme prévu. Merci. Merci, monsieur le président. Merci de me donner la parole. Monsieur le Président, chers collègues, tout d'abord, je tiens à vous remercier, Monsieur le Président, à titre de président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, de m'avoir invité à prononcer quelques mots et à présenter notre discussion d'aujourd'hui sur l'intégration euro-atlantique dans les Balkans occidentaux. Vos efforts
pour renforcer la coopération entre les pays membres et les pays partenaires, et en particulier votre engagement en faveur de la supervision par les parlements et le contrôle démocratique par les parlements des forces militaires sont très appréciés. Monsieur le Président, chers collègues, la Suisse a toujours soutenu activement le programme Rose-Roth en tant que plateforme unique de dialogue pour renforcer la coopération entre les parlements des États membres et des États partenaires de l'OTAN, ainsi que pour la promotion de nos valeurs démocratiques communes. Pour traduire concrètement notre soutien, la Suisse a créé en 2000 le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité, donc le DCAF, qui, dès le début, a soutenu le programme Rose-Roth. Monsieur le Président, chers collègues, nos invités d'aujourd'hui, nous sommes toujours confrontés à des défis en matière de sécurité. La relation de l'Alliance entre l'Alliance et la Russie continue à se détériorer. L'architecture de maîtrise des armements continue de s'éroder. La fin du traité FNI et également le traité ciel ouvert ne sont que des exemples les plus récents. De vils attentats continuent de saper nos sociétés et également les technologies émergentes représentent des difficultés pour notre monde. Nos jeunes également manifestent dans les rues en matière de changement climatique. La COVID-19 a également modifié de façon fondamentale notre façon de vivre, notre façon de travailler et continue à mettre à l'épreuve notre résilience. Les Balkans occidentaux ont été également touchés, comme la Suisse, par tous ces développements. Il faut reconnaître l'importance de la stabilité, de la coopération dans cette région. Et donc, la Suisse appuie l'intégration approfondie des Balkans occidentaux vers les structures euro-atlantiques, conformément à leur choix démocratiquement exprimé. Les progrès dans l'intégration constituent une étape importante dans cette région pour la sécurité, la stabilité et la prospérité. Alors, j'aimerais vous faire part de 3 considérations importantes à cet égard. Premièrement, nous devons continuer à encourager le dialogue entre les gouvernements, mais également entre les sociétés. Deuxièmement, nous devons travailler ensemble pour renforcer les conditions qui permettront d'améliorer la sécurité dans la région et d'en faire une région plus stable et moins fragile. Entre-temps, la présence militaire internationale de la KFOR sous mandat de l'ONU sera toujours nécessaire. La Suisse fait partie de la présence de la KFOR depuis ses débuts en 1999 et a récemment décidé de maintenir son engagement militaire jusqu'à la fin de 2023, ainsi que d'augmenter son contingent au Kosovo. La Suisse a également eu l'occasion d'occuper le poste de commandante en second de la KFOR au cours de la dernière année. Troisièmement, d'autres questions liées à la sécurité émanant des Balkans occidentaux ont un impact sur l'ensemble du continent européen, tels que le défi des migrations, le trafic des ALPC, des armes légères de petit calibre, et la corruption, entre autres. Des approches communes sont essentielles pour surmonter ces défis. Monsieur le Président, pour parvenir à ces approches, une compréhension concertée des priorités est nécessaire. J'espère que l'échange de vues d'aujourd'hui nous aidera à nous rapprocher de cette compréhension commune afin de renforcer la coopération avec et pour les Balkans occidentaux de façon significative. Je vous remercie de votre attention. Merci, Philippe. Et donc, maintenant, je donne la parole à M. Varelli. Merci, Monsieur le Président. Merci de m'avoir invité à ce débat. Nous sommes à un moment crucial. Mais il nous reste encore beaucoup de choses à faire. La coopération euro-atlantique a toujours été un axe important de travail dans les Balkans occidentaux. Le mois prochain, nous allons nous rappeler commémorer le 25e anniversaire de la signature
des accords de Dayton qui ont mis fin à la guerre la plus meurtrière du XXe siècle, de cette deuxième partie du XXe siècle. Et donc, c'est essentiel pour la coopération dans les Balkans occidentaux. Mais tout d'abord, j'aimerais vous donner faire un bref état des lieux concernant nos relations avec les Balkans occidentaux. Comme vous le savez, pour notre commission, les Balkans occidentaux constituent une priorité et nous avons réussi à convaincre nos dirigeants également au Conseil européen, Conseil de l'Europe, d'en faire une priorité, encore une fois. Et vous l'avez peut-être vu en mars, à la suite de la réunion du Conseil. Nous partageons la même histoire, le même destin, et il est dans nos intérêts stratégiques communs d'intégrer cette région dans l'Union européenne. L'avenir des Balkans occidentaux, c'est une question géostratégique et nous devons la traiter comme telle. Cela étant dit, nous avons mis les Balkans occidentaux, le processus d'intégration des Balkans occidentaux à l'avant-plan des travaux de notre commission. Nous avons rétabli une perspective crédible pour les relations Union européenne-Balkans occidentaux en révisant la méthodologie d'élargissement qui va nous aider à surmonter les impasses au Conseil sur l'ouverture de négociations d'intégration avec l'Albanie et la Macédoine du Nord. Nous avons révisé la méthodologie, ce qui fera en sorte que le processus d'élargissement sera plus crédible, plus prévisible, plus dynamique et plus solide plus facile à diriger. Deuxièmement, nous avons proposé un cadre de négociation pour l'Albanie et la Macédoine du Nord, ce qui est débattu actuellement au Conseil. Et au cours des prochains jours, nous aurons d'autres développements à vous faire part. Et troisièmement, pour compléter le cadre stratégique pour les prochaines années, également pour étayer notre engagement dans la région, nous avons proposé un plan économique et d'investissement le mois dernier pour l'ensemble de la région. Le plan a été présenté dans des circonstances exceptionnelles. La pandémie de COVID-19 a touché toutes nos vies et de façon sans précédent. Et donc, l'économie des Balkans occidentaux s'est contractée de façon importante. Et donc, ça, c'est un coup dur pour la région qui, déjà avant la crise, le PIB moyen était bien en dessous de 50% de la moyenne de l'Union européenne. Il est donc essentiel d'apporter un soutien à long terme pour la reprise économique de la région et pour la convergence économique avec l'Union européenne parce que nous sommes convaincus que la plupart des défis, des difficultés prennent racine dans cette différence, ce décalage de développement entre les Balkans occidentaux et l'Union européenne. Le plan de développement économique, par conséquent, vise à offrir une somme importante en subventions pour apporter un soutien aux infrastructures donc, il devrait nous permettre de créer au moins 20 milliards d'euros en financement. Et donc, ce soutien devrait apporter un soutien justement à la croissance économique, aux réformes également qui sont requises pour avancer et permettront de rapprocher les Balkans occidentaux de l'Union européenne sous tous ces aspects. Et avec des calculs prudents, nous estimons que ces investissements devraient permettre d'augmenter d'environ 5,6% le produit intérieur brut. Et donc, ces stratégies sont basées sur les transports, l'énergie, l'environnement. J'ai l'impression qu'il y a un problème technique avec la connexion du commissaire. Nous allons voir si le problème va être résolu. Sinon, je peux demander au commissaire de rafraîchir l'écran, rafraîchir la page. Sur l'ordinateur, généralement, cela fonctionne.
quand ils auront rafraîchi la page, si le commissaire ou son équipe pouvait redemander la parole. Vous m'entendez? Je ne sais pas à quel moment vous m'avez perdu. Le dispositif de garantie pour les Balkans occidentaux vous disiez que l'assistance financière de l'Union européenne allait augmenter le PIB des pays de la région par 3,6%, donc à 3, autour de cette phrase, cette idée. Le paquet d'investissement est structuré autour de projets phares dans les domaines du transport, de l'énergie, l'environnement, l'économie numérique, le secteur privé et le développement du capital humain, avec un accent tout particulier qui est mis sur la jeunesse. Le plan se concentre sur l'amélioration de la connectivité, notamment quand il s'agit d'investir dans les moyens de transport et l'énergie, à la fois dans la région et avec l'Union européenne. Nous voulons réduire les temps de transport, augmenter la sécurité du transport. Nous voulons améliorer les routes, améliorer la qualité de l'air, garantir l'approvisionnement en électricité ou en gaz, là où et quand les individus en ont besoin. C'est essentiel pour stimuler la croissance économique et l'intégration. Le plan économique et d'investissement se concentre également sur la région. Je suis très heureux que cet objectif soit partagé par les dirigeants de la région. Cette semaine, au sommet de Sofia, les dirigeants se sont mis d'accord sur un plan d'action ambitieux pour développer un marché régional commun. C'est essentiel pour améliorer la compétitivité de la région et pour en faire un pôle d'investissement. C'est intéressant pour les investisseurs globaux qui cherchent à réduire la distance face à l'Union européenne. Ce marché régional commun est également un tremplin pour rapprocher la région au marché unique européen. Maintenant, nous allons parler aux défis sécuritaires. Je vais dire également quelques mots sur la coopération OTAN-UE dans les Balkans occidentaux. Il n'est nul besoin de rappeler que la sécurité et la paix dans les Balkans occidentaux est un des autres objectifs prioritaires de l'engagement de l'Union européenne. Le processus d'élargissement de l'Union européenne a une dimension sécuritaire très claire, où on se concentre sur une meilleure application de la loi et des résultats tangibles dans la lutte contre le crime organisé et le blanchiment d'argent. Une coopération en matière de sécurité aux frontières et la migration est déjà en cours et nos agences sur la justice et la sécurité du territoire sont des partenaires indispensables à cet égard. Nous avons toujours suivi une approche coopérative ainsi qu'avec les organisations internationales et les autres partenaires multilatéraux. Le nouveau pacte sur la migration et le droit d'asile adopté au mois de septembre continue à consolider et renforcer cette approche. Il a pour objectif une approche pas à pas pour générer le changement dans notre coopération avec les partenaires qui est articulée autour de partenariats équilibrés et adaptés pour les Balkans occidentaux. Il s'agit de lutter contre les abus du système, le crime organisé, etc. C'est pour cette raison que nous offrons des partenariats sur mesure pour lutter contre ces problématiques. La crise du Covid-19 a cependant exacerbé les défis sécuritaires et a montré les vulnérabilités de nos sociétés et de nos infrastructures. Elles sont
vulnérables face aux cyberattaques, aux cybercrimes, aux menaces hybrides. La désinformation et la mésinformation autour du Covid-19 prolifèrent depuis des mois dans les Balkans et les Balkans occidentaux n'ont pas été épargnés par ce phénomène. Pour faire face à ces menaces, il faut une réponse coordonnée et solide. Il faut une coopération OTAN-UE renforcée. Cela permettrait de renforcer la résilience des partenaires dans les Balkans occidentaux. La coopération OTAN-UE a progressé. Et quand cela est possible, nous pensons que l'OTAN et l'UE doivent coordonner leur message à l'égard de la région. Comme c'était le cas pour préparer la Macédoine du Nord à son adhésion à l'OTAN ou le dialogue entre Belgrade et Pristina. L'Union européenne maintient l'opération militaire Eufor Althea en Bosnie-Herzégovine sous le cadre de l'accord Berlin Plus avec le mandat des Nations Unies pour appuyer les autorités dans leurs efforts pour garantir un environnement sûr. Différents partenaires dans les Balkans occidentaux participent aux missions et aux opérations de l'Union européenne. Les deux organisations coopèrent dans des efforts de déconfliction et de coordination des activités de renforcement des capacités. Au mois de décembre 2018, l'Union européenne a contribué à hauteur de 2 millions d'euros au programme de l'OTAN Bâtir l'intégrité qui promeut la bonne gouvernance, la transparence et la redevabilité dans le secteur de la défense, notamment en Serbie et en Bosnie-Herzégovine. Le processus d'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN, ces deux processus ont des critères différents. Cependant, l'Union européenne et l'OTAN convergent vers le même objectif, garantir une paix durable, la stabilité, la sécurité et la prospérité dans les Balkans occidentaux. Nous espérons de ce fait qu'à travers une coopération continue, nos objectifs communs vont porter leurs fruits et que cela va donner un nouvel élan à ce processus. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire. J'aimerais maintenant demander à James Apatourai de prendre la parole, s'il vous plaît. Merci pour cette invitation. Je me suis adressé à ce groupe à de nombreuses reprises. C'est toujours un plaisir. C'est un groupe très important. Pour que vous compreniez ce que nous faisons au siège, pour que vous puissiez nous appuyer. Et puis c'est très utile pour nous de savoir ce que vous faites. Et je suis très heureux d'avoir cette chance de pouvoir m'exprimer ici. Je vais maintenant me plonger dans le sujet des débats d'aujourd'hui. Le commissaire a fait un excellent travail en brossant un tableau de ce qui se passe dans la région. Et je pense que les questions et les réponses sont les plus utiles. Je ne vais pas parler pendant très longtemps. Je suis jaloux que le commissaire puisse parler de 20 milliards d'euros comme budget potentiel pour la région. C'est le budget de l'OTAN pour une décennie. Le budget de l'OTAN dans son intégralité, pas pour la région. Nous n'avons pas les mêmes ressources, mais comme le commissaire l'a dit, nous avons les mêmes objectifs, souvent à travers la même coopération. Et nous avons la même analyse des choses. C'est un des domaines les plus significatifs de coopération entre l'OTAN et l'Union européenne. C'est une priorité pour l'OTAN également, à tel point que lors de la ministérielle qui aura lieu dans quelques semaines, il y aura ce thème des Balkans occidentaux à l'ordre du jour. Le premier jour, les ministres vont échanger leur point de vue sur les Balkans occidentaux. Il y aura toutes sortes d'idées concernant la manière d'améliorer l'engagement de l'OTAN. Nous pourrons souligner pourquoi nous considérons que c'est une réussite que de pouvoir faire en sorte que l'intégration euro-atlantique soit une réalité
pour ces pays. Nous voulons faciliter les réformes. On peut fournir un soutien à ces pays, l'adhésion à l'OTAN et à l'Union européenne, mais je vais parler pour l'OTAN, assoit la sécurité de manière concrète, c'est très important, pas uniquement pour la sécurité en soi, mais pour le climat des affaires et l'investissement. Il y a une corrélation prouvée entre l'adhésion à l'OTAN, je ne vais pas parler au nom de l'Union européenne, et l'augmentation d'investissements directs étrangers. En Macédoine du Nord, il y a eu une augmentation de 100% de l'investissement direct étranger durant la phase préparatoire à l'adhésion, et c'était la même chose après l'adhésion. C'est l'ordre de grandeur. Donc l'adhésion à l'OTAN a des avantages économiques très clairs. C'est également un forum pour que les États de la région puissent parler, pour que les États de l'OTAN qui sont dans cette région puissent parler de leurs préoccupations concernant les Balkans occidentaux. Et la possibilité d'adhésion à l'OTAN, c'est ce qui a poussé les améliorations dans la République de Macédoine du Nord. Ça a permis de résoudre les différends entre la Macédoine du Nord et la Grèce, et entre la Macédoine du Nord et la Bulgarie. Je sais qu'il y a des questions en suspens également, notamment dans le cadre de l'Union européenne. Mais cette volonté d'adhésion a des retombées positives palpables. Il y a eu donc différentes réussites dans l'adhésion de certains pays adhérents à l'OTAN. Il est beaucoup moins compliqué de respecter les normes OTAN que les normes de l'Union européenne. L'acquis européen est considérable, mais ça permet de préparer à l'adhésion à l'Union européenne. Il y a certains des critères qui sont des exigences qui sont les mêmes pour l'OTAN et l'Union européenne. En ce qui concerne notre engagement dans les Balkans occidentaux, on se concentre sur 3 volets. Il y a la Bosnie-Herzégovine, il y a la Serbie et il y a le Kosovo. Et notre mission au Kosovo, qui a été mentionnée par l'ambassadeur. En ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine est un pays qui aspire à adhérer à l'OTAN. Nous nous en félicitons. Ça a été compliqué, pas du côté de l'OTAN, mais du côté de Sarajevo et de la Bosnie-Herzégovine. En 2018, on est parvenu à un accord qui allait préparer la voie à la présentation par la Bosnie de son programme de réforme. La Bosnie-Herzégovine a fait cela au mois de décembre de l'année passée, mais on a vu des divisions internes depuis, et ces divisions rendent les progrès difficiles, les progrès vers l'adhésion à l'OTAN. Quand nous dialoguons avec la Bosnie-Herzégovine, notre priorité pour nous, l'OTAN, ce sont les réformes dans ce pays. Nous proposons des programmes en matière d'interopérabilité, de renforcement des capacités. Nous avons un bureau en Bosnie-Herzégovine, il y a 30 personnes qui travaillent. Nous reconnaissons que le Covid a rendu la tâche ardue en Bosnie-Herzégovine. Il y a eu des progrès, mais on voit poindre à nouveau des difficultés politiques. Il y a une nouvelle loi électorale. Il y a quelques embûches, mais on est prêt à appuyer la Bosnie-Herzégovine. Concernant la Serbie, on respecte la neutralité militaire de la Serbie. Il y a beaucoup d'initiatives de coopération. Il y a le plan d'action qui a été renouvelé en 2018. Il y a un dialogue politique de qualité. On travaille sur l'interopérabilité.
Il y a des programmes pour se débarrasser des munitions qui ne sont pas sûres. Mais il y a un dialogue politique compliqué. C'est un thème au sein de la Serbie. Il y a des hommes politiques qui dénoncent l'OTAN en Serbie. Pour nous, ce désir tout à fait compréhensible d'équilibre nous semble déséquilibré, même si ça ne reflète pas l'état de la coopération que nous avons avec la Serbie. La perception auprès du public serbe est mauvaise. L'image de l'OTAN en Serbie est plutôt mauvaise, nous le regrettons. Deux points très rapides, et j'en aurai fini. Nous nous félicitons des progrès politiques qui ont été réalisés dans le dialogue entre Belgrade et Pristina. Les États-Unis, l'Union européenne ont fait des progrès. Tout cela est bienvenu. La CAFOR va rester sur place pour garantir le processus. Donc, c'est un des domaines où notre coopération est la plus solide. On peut se réunir de manière formelle, on peut parler de ce qui se passe en Bosnie-Herzégovine, dans la région, ce que nous pouvons faire ensemble. Je suis pleinement d'accord avec l'initiative et les domaines qui ont été mentionnés par l'ambassadeur, où il pense que nous pouvons en faire plus. Il y a un engagement fort et on essaye de voir comment on peut en faire plus ensemble dans la région en matière de communication et on essaye de voir, d'identifier plus de domaines dans lesquels il peut y avoir une coopération concrète. On essaye de renforcer les différents progrès. Comme le commissaire l'a dit, les personnes sur le terrain garantissent la cohésion et cela fonctionne. Et je suis plutôt satisfait de la manière dont les choses évoluent. Il y a différents défis. Il y a le Covid, les difficultés économiques, des poches de radicalisation. Il y a l'influence croissante de la Russie, en particulier de la Chine dans la région. On entre dans une période dans tous nos pays, et c'est vrai dans les Balkans occidentaux, où on doit veiller que malgré la fragilité et les difficultés économiques que traversent ces pays et les sociétés de ces pays, il ne faut pas abandonner ces pays. On doit protéger les technologies, l'infrastructure critique, quand d'autres à l'extérieur ont des financements importants et peuvent offrir des transactions attrayantes, mais qui obèrent la résilience de ces pays. Le Covid l'a illustré avec force. Nous avons besoin de résilience avec nos alliés et on entre dans une période délicate. Mon pays et les pays dans les Balkans occidentaux également, ces pays doivent voir qui vient et qui achète qui achètent leurs actifs dans leur pays. To collect together. Ruxandra, who is the first, if I'm right, Mimi Kodeli from Albania. Yeah, Mimi, the floor is yours, please. Thank you, Mr. Chairman. Can you hear me, guys? So good to see you. Well, I was listening very carefully to the Commissioner, and I have to thank you, Commissioner, and also the Ambassador for your very touchy words. You know, you're being serious in these issues, which are extremely important for persons like me as a
person coming, I don't prefer to say from the Western Balkans. I feel a citizen of the world since the day I was born. It sounds tricky, but you know, it's important to say that. Well, I agree with what you said and your optimism. I need to be more optimistic than you are, but somehow I am less, for maybe obvious reasons. Roxana is laughing because she knows the way I discuss. Anyway, let's come to the point. Two little things. COVID was a tough proof for us. We were not prepared. We were not ready. No strategies. No nothing. We, of course, we are now learning by doing doing mistakes, and we are the same at the same boat with the same issues all around us. Means that we have to look deep in our future by using our potentials of today. Why I'm saying that? I have to return and say what Secretary Clinton used to say in the summit of Chicago, if I'm not wrong, NATO summit of Chicago, talking about open doors policies. NATO was strategically good enough, and the alliance and the membership of the alliance were strategically intelligent to look forward and to see in the future at that time that the future of the NATO was not just closing doors, but opening them. 11 years ago, Albania became a NATO member state, and I assure you, Mr. Commissioner, that Albania had not 100% fulfilled what the NATO requirements used to be at that time. But strategically thinking, the allies, for not saying names, was prepared to receive a small country like Albania with a very important position, and not only, and supporting Albania by having it within the family, rather than waiting for the Albania, having Albania on the doors, and knocking anytime we were talking about the reforms and all kind of other issues. This is one. I think that modestly, the same they did for Montenegro. Montenegro, it's 800,000 people. Nothing for the alliance, but very important as well. So Albania is good in being in any mission, NATO mission, EU mission. It's good in having safe borders, NATO borders. We are NATO border in our coast. But it's not good in passing during the pandemic the border from Albania to Italy, when you as Hungarians had no problems to pass the border. I'm saying Hungarians because I have two Hungarians in front of me, a place that I really love. So you find just one small reason to justify all the obstacles we are having in the borders. We are NATO borders, but on the other side, we're not good for some different issues. And as we are talking borders, Kosovo fulfilled all the requirements, and the visa system is still there. And there was no visa system where Kosovo were carrying a Yugoslavia passport. It's exactly the same people. Third, I will be always grateful to you EU guys for the 9 billion euros and the 20 billion euros to be raised, because it begins everything from economy, according to my modest opinion. And
rightly James said, well, 20 billion euros, what a hell of money you are giving to this, to this, you know, you're sending somewhere. James, please don't forget that we are consumers of EU money, but we are also exporting security to you member guys, to you members, to us, and to. Et qu'il faut soutenir davantage la sécurité. De cette manière, nous avons pu assurer la sécurité, la paix, assurer une économie solide. Nous avons besoin de rétablir la confiance, car même au sein des pays membres, nous n'avons pas suffisamment de confiance les uns vers les autres. Nous avons par conséquent besoin de nous pencher sur la manière dont nous pourrions échanger nos informations, renforcer la confiance et être plus transparent par rapport à vos demandes, à vos contribuables, et de cette manière, pouvoir assurer une voie plus sécurisée. Je parle en tant qu'albanienne, bien sûr, mais par rapport à tous ces Balkans occidentaux. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Nous avons Dragan Sormas qui souhaiterait prendre la parole. Dragan, bonjour. Bonjour à Ruxandra, ainsi qu'aux autres intervenants, mon ami le président. J'espère que tout le monde m'entend. Je souhaiterais d'abord commencer par aborder une question que nous n'avons pas encore entendue, mais pour nous, une question pertinente. L'accord signé à Washington le 4 septembre, l'accord entre Belgrade et Pristina. C'est important, pas uniquement pour le développement économique de la région, mais également pour rétablir la confiance entre ces parties. C'est important pour pouvoir jeter les bases d'un dialogue politique. Alors, c'est un accord qui concernait des projets de construction d'infrastructures, une route importante, également des liens qui seraient établis avec entre les deux pays, création de couloirs, reconnaissance de l'ouverture des compagnies aériennes, et bien évidemment la différentes possibilités dans le domaine ferroviaire afin de stimuler les échanges entre ces pays. Donc, très important dans la région pour pouvoir protéger les différents actifs. Nous avons besoin, après, de pouvoir aborder les questions essentielles. C'est extrêmement important dans cet accord. Il sera plus facile après de pouvoir mettre en œuvre cet accord sur le terrain. Pour la Serbie, dans cet accord, nous avons notamment le volet sur le mini-Schengen, la création d'un marché régional unique permettant la libre circulation des personnes, des biens, avant que l'on devienne membre de l'Union européenne. C'est important pour l'économie. Cela permet de faciliter les déplacements également. Cela permet après de pouvoir éliminer les différents stéréotypes qui existent.
Nous avons également un certain nombre de problématiques, besoin d'approfondir la coopération. L'accord signé par la Serbie, pas encore par la Macédoine ou par l'Albanie, mais cela se fera, donc la Bosnie, le Monténégro et Pristina. Un accord qui serait signé par l'Albanie, par la Serbie, n'ont plus besoin de passeport. Vous pouvez l'imaginer. Donc, résultat de cet accord sur notre mini-Schengen. Donc, jusqu'à présent, cela nous a permis d'ouvrir différents chapitres que l'on négocie, mais cette année, malheureusement, aucun nouveau chapitre ouvert. Donc, nous avons le chapitre 8 qui pourrait être ouvert sous peu. Nous avons la volonté politique nécessaire à la part de notre gouvernement. La question de l'adhésion à l'Union européenne, et ce, dans le contexte d'un consensus large, le gouvernement va travailler sur l'accélération des réformes nécessaires afin de pouvoir accomplir des progrès. Nous nous félicitons de ce plan économique d'investissement pour les Balkans occidentaux. Donc, un dialogue qui a été facilité par l'Union européenne. Et j'ai une question pour Monsieur le Commissaire. Que ferait-il afin d'ouvrir davantage de chapitres, donc pas uniquement l'encontre de la Serbie, car nous sommes prêts à ouvrir au moins 5 chapitres aujourd'hui, en ce moment même. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Asim Sarjelic, vous avez la parole. Donc, le dernier à prendre la parole lors de ce tour de questions. Est-ce que vous m'entendez? C'est notre secrétaire à mes côtés qui vous salue également, Monsieur le Président. Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le commissaire, Monsieur le Président, je vous présente les meilleurs vœux de notre Assemblée parlementaire. Mes collègues nous regardent, sont chez eux. Vous connaissez bien la situation en lien avec le Covid-19. Donc en Bosnie, nous connaissons une situation extrêmement difficile. Donc je suis accompagnée du secrétaire uniquement aujourd'hui dans nos bureaux. Je pense que ce séminaire tombe à pic, car en Bosnie-Herzégovine, nous avons parlé d'intégration. Nous cherchons une solution logique. Nous n'avons pas de dialogue interne. Nous cherchons de nouvelles solutions juridiques. Nous faisons partie du programme de partenariat pour le pays. À ce stade, nous n'avons pas de remarques particulières par rapport aux institutions de la Bosnie-Herzégovine. En ce qui concerne la question de l'intégration euro-atlantique, les Balkans occidentaux, les prochaines étapes, notre assemblée parlementaire, notre délégation auprès de l'OTAN est unanime dans notre désir de pouvoir relancer le dialogue interne sur ces questions. Je souhaiterais également vous informer que nos concitoyens vont voter ce samedi, le 15 novembre, des élections locales. Mais j'aimerais commencer
d'un point de vue factuel, de parler des différents problèmes auxquels nous devons faire face depuis un certain temps. Je vais être très ouvert. Je vais vous demander votre aide, car nous avons des individus au niveau du Conseil des ministres à la Bosnie-Herzégovine, président de la Bosnie-Herzégovine, qui nous sont convaincus que nous ne faisons pas partie des programmes de l'OTAN, notamment un certain nombre de collègues qui nient certaines réussites les plus importantes. Nous avons en effet accompli beaucoup de choses. Nous avons un certain nombre d'accords avec l'OTAN signés au nom des institutions. Des solutions juridiques, toutefois, qui ont été adoptées pendant la période de la transition, présentent une autre interprétation des choses. Nous n'avons pas pu participer à ces processus à l'époque. Le temps est venu de dire très clairement que les choses ne fonctionnent pas en l'état. Il serait important de discuter la voie à suivre avec la Bosnie-Herzégovine. Nous n'avons pas suffisamment de dialogue. Il est difficile d'avoir une discussion fondée sur l'intégration atlantique. Nous avons différentes problématiques dans notre région. D'après l'évaluation officielle, nous avons pu adopter un accord crédible. Comme je l'ai dit en 2006, nous étions déjà membres du partenariat pour la paix de l'OTAN. Entre 2005 et 2017, nous avons pu accueillir 4 séminaires à Sarajevo, des invités venus du monde entier. 12 visites des membres à l'NPA, des membres des commissions, des sous-commissions, 3 visites de secrétaires généraux de l'OTAN. Ce sont quelques indicateurs montrant les avancées accomplies, la manière dont nous avons pu établir un consensus interne à ce stade. Les problèmes sont apparus entre 2008 et 2010. Et notamment en lien avec les différents prêts requis demandés. En 2010, MAP a été alloué à la Bosnie-Herzégovine. Donc nous pourrions considérer que c'est une question technique, mais différentes voix politiques se sont levées contre l'adhésion de la Bosnie-Herzégovine. Donc une période de 10 ans utilisée pour défaire plusieurs de ces réussites. Avec l'aide de nos amis, la présidence de la Bosnie-Herzégovine a pu adopter un document sur l'examen de la défense, suite à quoi, en 2019, il a été possible d'adopter un programme. Nous avons ce programme de réforme de la Bosnie-Herzégovine qui a nécessité un compromis douloureux. C'est le processus d'activation de MAP, car il a fallu remplir différentes conditions nécessaires pour l'adhésion à l'OTAN. Au même moment où nous réalisons la mise en œuvre de ces documents, les programmes de réforme ont été interrompus encore une fois. De nouveaux programmes ont été conçus pour améliorer la coopération avec l'OTAN. Le nom des entités de coordination entre les entités de Bosnie-Herzégovine pour la coordination avec l'OTAN est remis en question maintenant, ce qui montre bien que les avancées dans la coopération avec l'OTAN, on essaie encore de les interrompre. Et donc, la question de la coopération de la Bosnie-Herzégovine avec l'OTAN a été soulevée lors de
lors de l'Assemblée de la Republika Srpska. Il nous faut un dialogue honnête pour revenir sur la voie qui a fait de nous des partenaires crédibles dans leur coopération avec l'OTAN. Et je répète, l'adhésion de la Bosnie-Herzégovine à l'OTAN sera décidée par ses citoyens, par ses populations. Et donc, le lendemain des élections locales, nous allons recommencer encore une fois le processus de dialogue interne sur la coopération entre la Bosnie-Herzégovine et l'OTAN et sur la voie de l'intégration euro-atlantique. Après la 66e séance annuelle de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, nous allons convoquer les représentants de notre pays et la présidence de la Bosnie-Herzégovine pour débattre de la façon d'aller de l'avant. Tous nos amis de la communauté internationale et de l'OTAN sont les bienvenus et nous invitons à nous aider. Nous invitons également les représentants des milieux universitaires, des ONG, et nous allons relancer le dialogue sur ce sujet, le sujet de l'intégration euro-atlantique de la Bosnie-Herzégovine. Je ne voulais pas problématiser, pour ainsi dire, la question de l'immigration, mais la situation de la pandémie de COVID-19 ce n'est pas une bonne situation. Nous avons eu beaucoup de difficultés et c'est une question qui touche tout le monde, toute la planète. J'aimerais vous informer de certaines difficultés que nous éprouvons actuellement sur notre chemin vers l'OTAN. Au nom des membres de notre délégation, j'aimerais vous remercier nos amis de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN et le secrétariat international de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, l'ambassade de Hongrie en Bosnie-Herzégovine, en particulier l'ambassadeur Pochak, et qui est le point de contact pour la coopération avec l'OTAN. Et que nous remercions également le quartier général de l'OTAN à Sarajevo, qui nous apporte un soutien dans nos activités. Et donc, nous souhaitons également que vous aidez à relancer le processus d'intégration euro-atlantique de la Bosnie-Herzégovine. Et donc, maintenant, nous devons nous poser la question, quelles sont les prochaines étapes? Et ce sera le sujet de notre séminaire. Merci. Maintenant, Oliver Varelli, Monsieur le Commissaire. Merci. Eh bien, je pense que j'ai entendu plus d'observations que de questions, mais je vais essayer tout de même de répondre. Alors, tout d'abord, oui, nous travaillons là-dessus. Ça nous a tous pris par surprise, la pandémie. Il a été difficile de convaincre nos États membres de garder les frontières ouvertes. Et c'est toujours une difficulté à laquelle nous sommes confrontés dans cette pandémie. Mais il y a eu un élément très important. Nous avons réussi à convaincre les pays des Balkans occidentaux, mais également nos États membres, d'exporter les voies vertes entre les Balkans occidentaux et l'Europe. Alors, ces voies vertes, ça voulait dire que les biens et les services devraient pouvoir traverser les frontières, même si, en raison de la pandémie, les frontières étaient fermées pour limiter les déplacements de population. Et là, on a réussi et M. Dragan Šotmans nous en a félicité. C'est le résultat de cette mini-initiative de Schengen dans cette zone de marché économique. Et ça, c'est en raison de ces voies vertes que nous avons pu aller de l'avant. Donc, je pense que lorsqu'on regarde la façon dont nous avons géré la pandémie, on voit que les Balkans occidentaux ont été étroitement associés à ces initiatives qui d'habitude sont réservées à nos États membres. Nous n'avons pas d'autres régions voisines avec laquelle nous avons un niveau aussi élevé de coopération, d'intégration. Il y a des initiatives conjointes pour les équipements médicaux, ça couvre également les vaccins. Vous voyez par exemple le soutien financier que nous avons apporté. Vous voyez également
les équipements médicaux que nous avons transportés. Et donc, ça montre bien que nous avons un engagement fort. Alors, je suis d'accord pour dire que les Balkans occidentaux doivent être d'accord, mais les États membres également doivent agréer ces mesures. Et donc, les critères sont plus détaillés qu'à l'OTAN. Et donc, le niveau d'engagement pour ce qui est de la conception des politiques, des systèmes juridiques, c'est beaucoup plus complexe qu'à l'OTAN. Donc, il faut plus de temps à l'Union européenne, mais j'espère que vous serez d'accord avec moi pour dire que nous avons accéléré les choses. Nous sommes en train de les accélérer. Et également, pour répondre à M. Shormans, comment accélérer le processus? On peut accélérer le processus si les réformes sont également accélérées. Donc, il nous faut encore un processus encore amélioré pour mettre en œuvre ces mesures. Mais de plus, avec le nouveau gouvernement en Serbie, j'ai vraiment un bon espoir que nous allons passer au braquet supérieur, pour ainsi dire, et que nous allons pouvoir consacrer tous nos efforts sur deux questions, à part la pandémie de COVID. D'abord, le dialogue. Deuxièmement, l'adhésion à l'Union européenne. Je pense que c'est un signe positif et ce que j'aimerais vous transmettre, c'est que de notre côté, nous sommes disposés à accélérer, mais il faut que le gouvernement maintenant commence à nous donner des résultats. On a attendu les élections et on a attendu la formation du nouveau gouvernement. Maintenant, tout est en place et donc il faut reprendre le travail et livrer les marchandises, pour ainsi dire. Et enfin, concernant ce que disait M. Saralic, en fait, je me félicite du travail qui a été fait en Bosnie-Herzégovine. Ce n'est pas facile d'avancer dans ce pays, mais je dois dire que je félicite la présidence pour tous les efforts qu'elle a consacrés au cours des 6 derniers mois. D'abord en se mettant d'accord sur les 14 priorités. Ça n'a pas été facile, mais nous avons un accord, et ça, c'est fondamental. Deuxième chose, ils ont déjà commencé à atteindre certains des objectifs, y compris concernant le plan d'action sur la coopération avec l'OTAN. Nous estimons que c'est une pierre angulaire vers l'intégration euro-atlantique et donc nous encourageons tout le monde en Bosnie-Herzégovine. Je me suis rendu dans le pays il y a quelques semaines et j'ai transmis le même message. J'encourage tout le monde à poursuivre sur cette voie et même accélérer les travaux. Enfin, il y aura des élections locales, non seulement dans les parties habituelles de la Bosnie-Herzégovine, mais également à Mostar. Et ça, c'est vraiment une réussite, un accomplissement important pour lequel on doit se féliciter. De notre part, nous sommes disposés à appuyer le pays. Et même si c'est une activité publique, de mon côté, je suis prêt à faire des offres à la Bosnie-Herzégovine. Je suis disposé à travailler pour eux. Je suis prêt à travailler pour que la Bosnie-Herzégovine soit un pays candidat dans 1 an. Mais cela veut dire qu'elle doit également accélérer ses engagements, son travail et nous livrer la marchandise, pour ainsi dire. Merci. Merci. Alors, je donne la parole maintenant aux autres invités, James et Monsieur l'ambassadeur Philippe Brandt. James? James ou Philippe? Allez-y, James. Bien. Alors, un mot ou deux, parce que je sais que l'ambassadeur voudrait également intervenir et il y a d'autres questions qui vont venir. Mais je pense que, bon, pour ce qui a trait à l'OTAN, on a surtout parlé de la Bosnie-Herzégovine pour ce qui a trait à l'OTAN. Alors, rapidement, et là, je me fais l'écho de ce qu'a dit le commissaire. Depuis que je suis à l'OTAN, j'ai toujours admiré la détermination, la vision et le courage de ceux qui travaillent
dans ce pays, malgré les obstacles structurels et politiques, pour aider à faire avancer le processus de réforme et pour avancer vers l'intégration dans l'espace euro-atlantique. Alors, cette détermination, évidemment, va toujours être récompensée, sera toujours récompensée. Alors, nous sommes ici pour vous apporter un soutien et j'aimerais préciser que j'ai entendu votre appel à la fin de votre intervention pour le plus de soutien international possible, pour encourager les réformes, pour encourager la coopération. Nous allons continuer à le faire. Nous essayons de montrer de la flexibilité pour minimiser les complications politiques et pour vraiment nous concentrer sur les éléments pratiques, les volets pratiques. Et nous allons certainement faire de notre mieux pour faciliter ce processus. Pour ce qui est de la COVID, nous avons constaté combien votre pays a été frappé durement par cette pandémie. Et vous nous avez fait une demande par l'entremise de l'EADRCC. Nous avons répondu à cette demande à plusieurs reprises et je pense que cette aide s'est rendue dans les régions également. Donc, félicitations à ceux qui ont participé à cet effort. Et nous sommes disposés à continuer à offrir un soutien. Je pense que, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Monsieur l'ambassadeur? Oui, merci aux orateurs qui m'ont précédé pour leurs questions, leurs observations. La Suisse va rester également engagée dans la région. Nous sommes engagés depuis un bon moment déjà. La Suisse et la région des Balkans occidentaux ont des liens très étroits, en commençant par des liens personnels. L'immigration, il y a de nombreux travailleurs dans les années 60 qui ont immigré en Suisse, dans ce qu'on appelait à l'époque la Yougoslavie. Et donc, nous avons vraiment à cœur de maintenir ces liens. Et nous ferons de notre mieux également pour faire la promotion et pour favoriser la sécurité dans la région par l'entremise de nos entreprises, de nos initiatives de développement, mais également par l'entremise de la participation aux opérations de sécurité. Comme j'ai parlé de la CAFOR, mais nous sommes également présents en Bosnie dans la mission LTA de Fort. Et donc, je n'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce qui a été dit par les autres intervenants, mais nous allons garder cela à l'esprit en tout cas. Merci. Alors, une autre question maintenant. Ivans Klamandiev. Ivans, vous avez la parole. Avez-vous des difficultés? Est-ce qu'on vous a perdu? Non, c'est simplement qu'il y a un petit retard, il y a toujours un petit délai. Espérons qu'il va apparaître à l'écran. Oui, alors... il y a un petit décalage de quelques instants, mais... Henrik, peut-être que vous pouvez le faire revenir. Et Evan, si vous pouviez redemander la parole. On va réessayer. Le problème semble être d'ordre... Non, nous ne sommes pas en mesure de faire apparaître Evans à l'écran. Alors peut-être qu'Evans, vous pouvez taper votre question dans la messagerie. Alors, Assim pourrait être le suivant, donc. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Pendant que vous réglez ce problème technique, encore une fois, j'aimerais exprimer notre gratitude et nos remerciements pour M. Eli également pour tout ce qu'il a fait.
M. Varelli. Et en particulier, merci à M. Apatouraï concernant les problèmes que nous avons ici en Bosnie-Herzégovine, concernant la compréhension de notre situation ici après les accords de paix de Dayton qui ont été signés il y a 25 ans maintenant. Et donc, chaque étape est difficile, chaque problème est un problème politique en Bosnie-Herzégovine, mais notre chemin vers l'intégration euro-atlantique, nous espérons qu'avec votre aide et votre engagement, nous pourrons poursuivre. Monsieur Varelli nous a dit qu'il allait travailler pour nous. Cela est très important pour nous. Ça représente beaucoup de choses pour moi personnellement et j'espère que pour tous les citoyens de la Bosnie-Herzégovine, que ça pourra nous permettre d'avancer, en particulier dans ce contexte de pandémie et dans la situation de crise migratoire que nous éprouvons ici en Bosnie-Herzégovine. Et nous espérons que nous pourrons aller de l'avant. Mais évidemment, il faut bien comprendre que la constitution de la Bosnie, nos structures étatiques sont très complexes et donc ne nous oubliez pas. Merci Ruxandra, Monsieur le Président, et merci à tous les contributeurs de ce webinaire. Merci. Alors, Evans, est-ce que... Alors, Monsieur le Président, il a écrit une question. Alors, je peux vous la lire. Il a dit que Hashim Thaçi a dû démissionner parce qu'il est accusé de crimes de guerre. Quelles pourraient être les conséquences pour le Kosovo et pour l'instabilité dans la région? Très bien. Alors, réponse maintenant. Qui souhaite répondre? James ou Philippe? Désolé, je n'ai pas... J'ai eu un petit problème technique. J'ai été coupé, donc je n'ai pas entendu la question. La question de Evans Clemens avait trait aux accusations qui ont été portées contre le président du Kosovo, Hashim Thaçi, et ce que ça représente ce que ça voudrait dire pour la stabilité politique du Kosovo et de la région. Oui, c'est une question difficile. Évidemment, tout d'abord, maintenant, la justice doit suivre son cours. C'est la justice donc qui devra traiter de cette question à la haie. Nous espérons simplement, comme je l'ai dit, nous avons à cœur la stabilité et la sécurité de la région. Donc, nous espérons que cela ne déclenchera pas, n'entraînera pas d'autres facteurs d'instabilité. Et donc, nous allons faire tout ce que nous pourrons pour éviter davantage d'instabilité. Mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Merci, James. Oui, l'ambassadeur a raison. C'est une question assez délicate et il y a des questions juridiques en cause. Est-ce que je peux dire... depuis de nombreuses années, nous avons vu de nombreux départs et arrivées de dirigeants politiques et de partis politiques, des questions juridiques et de nombreux dirigeants, non seulement du Kosovo, mais de la région, dans l'ensemble de la région, ont été confrontés à ont été accusés, parfois condamnés, reconnus coupables, mais pas toujours. Alors, cette région, évidemment, à cause de l'histoire de cette région, ce n'est pas inhabituel, mais ce qu'on a vu, en fait, c'est beaucoup d'instabilité dans les systèmes politiques. Et donc, mais ce qui est bien, c'est que tout le système ne s'effondre pas quand une personne disparaît. À Belgrade, il y a eu des hauts et des bas, mais tout de même, le système politique s'est poursuivi malgré les changements de dirigeants. Et même chose au Kosovo. Alors, je pense qu'on peut faire confiance au système politique en place et pourront continuer à faire ce qu'ils doivent faire, même si les personnes en poste changent. Have any other
questions, requests? Okay, then now I would like to thanks to you all Merci à toutes et à tous. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Je vous promets que nous allons continuer sur cette lancée. Nous allons avoir d'autres conversations sur cette question. Merci beaucoup James et l'ambassadeur Philippe Brandt et au commissaire Oliver Verhey. Je vous remercie d'avoir partagé votre vision et votre point de vue sur ces questions importantes. Je dois maintenant annoncer la fin de ce webinaire. Je vous remercie à nouveau et je vous souhaite une excellente journée. Merci, au revoir.